Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Niap, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2021. Alors Valentin vous a présenté les BD qu'il a eu en cadeau en story, et bien moi je fais comme l'année dernière, je vous présente mes meilleures lectures 2021 en vidéo sur YouTube. 2021 c'est encore une année qui a été fortement impactée par le Covid, et ses conséquences, notamment sur les festivals. Alors il y a malgré tout eu des séances de dédicaces et des présences d'auteurs dans certaines librairies ou des petites manifestations. On peut s'en réjouir, mais le rythme des parutions est resté soutenu malgré tout. Pour 2022 se profile la crise du papier avec un impact certainement sur les volumes de parution et puis sur les prix. Faudra être vigilant et souhaiter que les éditeurs fassent pour le mieux. 2021, c'est aussi l'année où notre chaîne YouTube a franchi le cap des 700 abonnés. Et pour tout ça, on vous en remercie. On continuera à vous offrir du contenu qui vous plaît. Et donc, avec Louis You, Bakelo, Valentin et moi-même. Je vais donc passer en revue mes meilleures lectures de cette année. Je ne serai pas forcément fourni en détail pour certains albums. Je vous mettrai en description tous les chroniques ou les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé, ce qui vous permettra d'en savoir un peu plus si vous le souhaitez. Voilà. On commence avec, évidemment, meilleur album de l'année, en tout cas pour moi, eh bien c'est Goldorak. Goldorak signé par Xavier d'Horizon, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santenac et Johan Guyot. Goldorak qui est une bande dessinée, bien qu'éditée par Kana, qui est pour moi une BD universelle qui va toucher, sinon tout le monde, beaucoup de monde. Elle est hyper accessible, elle rend hommage aux travaux de Go Nagai, créateur de Goldorak, et plus largement à la pop culture de manière générale au travers des influences des différents auteurs. C'est vraiment une franche réussite et franchement la BD de l'année 2021. Autre BD très importante dont je ne vous ai pas parlé, il s'agit de Madeleine Résistante, le tome 1 paru chez Air Libre. Alors qu'est-ce que c'est Madeleine Résistante? C'est l'histoire de Madeleine Riffaut. Madeleine Riffaut est un personnage de la Résistance et ses aventures sont narrées par Jean-David Morvan au scénario et puis par Dominique Bertaille au dessin. Alors parlons dessin tout de suite. Dominique Bertaille fournit un très fidèle, très précis en fait, et vraiment nappé de bleu en fait, je pense, pour mettre une distance avec les événements qu'il raconte. Et Jean-David Morvan fait un travail en partenariat avec Madeleine Riffaut elle-même, toujours vivante, et visiblement toujours la pêche. Et du coup, il s'instaure un dialogue dans la bande dessinée entre Madeleine et le lecteur, et c'est très moderne et c'est très prenant, surtout quand on découvre le destin et l'histoire de ce personnage haut en couleur, plein de tempérament, même si on n'aime pas forcément cette période de la Seconde Guerre mondiale ou tout ce qui s'y rapporte, je pense vraiment que c'est une lecture à avoir. Donc c'est édité chez Air Libre dans une très belle édition, Madeleine Résistante. Troisième bonne lecture de l'année, il s'agit d'un polar dont je vous ai parlé dans la sélection estivale, Un avion sans ailes. Un avion sans ailes, c'est une histoire de Michel Bussy, qui est un roman à la base, adapté par Fred Duval. Comme vous le devinez, ça évoque Nymphéa Noire, puisque Nymphéa Noire est aussi un roman de Michel Bussy, adapté par Fred Duval. Cette fois-ci, c'est Nicolas Epiniero qui est au dessin, et c'est plutôt réussi. Le dessin est un peu shiny parfois, mais c'est quand même une très belle histoire, un très bon polar réussi, peut-être un peu moins de brio que Nymphéa Noire, mais c'est lié à l'histoire et ça n'enlève rien du tout à la qualité de cet album. Album suivant, qui n'est pas réellement un album, mais plus un artbook, un beau livre, comme on pourrait le qualifier, paru chez Dargaud, c'est L'Art de Mézières. L'Art de Mézières revient sur l'histoire et la carrière de Jean-Claude Mézières. Jean-Claude Mézières étant le co-créateur et dessinateur de Valérian, très grand auteur de bande dessinée. Donc on revient dans une première phase sur sa carrière, sur sa formation, ses inspirations, son voyage en Amérique pour développer son trait, sa collaboration avec tous les auteurs de l'époque et tous les magazines,
Puis la création du personnage Valérian, hein, dans lequel on retrouve dans ce livre du texte, mais aussi beaucoup de belles illustrations. Valérian, au passage, je vous prépare une vidéo pour 2022. On retrouve au-delà de ça tous ces dessins, énormément de dessins, très 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 fournis en dessins, comme vous pouvez le constater. Et puis, ses collaborations publicitaires, puisqu'il a notamment dessiné pour la publicité. Son travail aussi évoqué avec Moebius, dont il était un proche, sur les décors du 5e élément. Et puis plus généralement, énormément de sketchs, de dessins, notamment des choses qu'il avait créées pour Métal Hurlant. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, notamment dans la bande dessinée, mais au-delà. Et on le découvrira plus tard, je vous en reparlerai, mais ces influences ont été jusqu'outre-Atlantique et se sont traduites dans le cinéma de science-fiction sur des séries bien connues. Album suivant, il s'agit du tome 3 du dernier Atlas. Alors là, c'est une uchronie. Je vous avais parlé précédemment, et notamment sur Facebook à l'époque, du tome 1 et du tome 2. Ce tome 3 fait une suite quasi directe hein, à cette histoire de science-fiction empreinte d'un petit peu de fantastique, dans lequel on découvre la fin de cette histoire. Ça se caractérise vraiment par une écriture de folie, un background impressionnant, notamment ça aborde l'Algérie, et son passé et ses conséquences sous un angle jamais vu, hein, très travaillé par Vellman. Les personnages sont super bien écrits, et notamment le héros, hein, Ismaël Taïeb, qui passe de second couteau de chef de gang dans la banlieue nantaise à héros charismatique à la fin du tome 3, et je trouve ça vraiment très bien. Pour les gens qui sont pas fans de BD qui traînent en longueur, là il n'y a que 3 tomes, donc ça vous fait un peu plus de 600 pages. Ce sont des albums qui font 25 €, mais c'est énormément de qualité. On enchaîne avec Tananarive, dont je vous avais parlé dans une sélection. Tananarive, signé Marquis Sersal et Sylvain Vallée, un album empreint d'une certaine mélancolie, mais avec un trait de Sylvain Vallée qui est magnifique, et qui pour moi fait la grande part de la qualité de l'album. Sachant côté scénario, en gros, on est sur un croisement improbable, d'ailleurs, entre Jérôme Bloch et Les Vieux Fourneaux, tant cette histoire est atypique. J'insiste sur le côté mélancolique, puisque moi, à la fin de la lecture, c'est quand même ce que j'ai ressenti de plus. C'est vraiment très qualitatif dans toute la narration, avec le trait de Sylvain Vallée. Autre album d'anticipation cette fois, ça s'appelle Asphalt Blues, c'est édité chez Les Humano et c'est signé Jawen Salin. Alors Jawen Salin, c'est notamment le dessinateur d'Elec Boy, avec des couleurs parfois uniformes et très présentes, c'est ce qui m'avait pas forcément plu. Là du coup, le dessinateur qui est aussi le scénariste nous présente des couleurs variées, travaillé certainement informatiquement avec beaucoup d'aplats en fait, mais tout le boulot de dessin est phénoménal, tout le boulot de recherche, de documentation, parce que ça se passe dans le futur, les cadrages sont dignes des meilleurs films de cinéma, et c'est en fait, ça raconte le croisement et le destin de 2 personnages qui vont vivre leur vie, et voilà, mais ce serait, en dire plus, ce serait spoiler, mais il y a vraiment de la magie dans le dessin. Donc j'en avais parlé dans un live, mais je vous conseille vivement cet album, Asphalt Blues. Alors, on continue avec ce qui m'a marqué, le tome 2 de La Geste des Princes Démons, signé par Jean-David Morvan, dont j'ai parlé tout à l'heure, au scénario, et Paolo Traishi, qu'il me pardonne pour son nom. C'est une histoire inspirée d'un roman de science-fiction de Jack Vance. Jack Vance étant un célèbre auteur de SF. Les couleurs sont signées par Fabio Marinacci, et quand on voit
les pages de ce tome 2, c'est superbe. C'est une histoire qui est du space opéra, hein, très clairement. Le tome 1 était paru l'année dernière, d'accord. Moi, il m'avait bien marqué. Le tome 2 fait vraiment honneur à ce tome 1. Ça se poursuit très bien. La gestion d'action est très bien. Donc c'est un premier cycle de 2 albums, d'après ce que j'ai compris, puisque ces 2 albums vous narrent une histoire complète, mais les pages sont à tomber par terre. Et le travail de scénario est vraiment, vraiment chouette. On retrouve, je pense, des influences un peu Sean Murphy dans le travail du dessinateur. Et les cadrages et tout ça sont vraiment magnifiques. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est globalement une histoire de vengeance, hein. C'est un homme, le héros, Gersen, qui va repartir sur les traces de personnes qui lui ont fait du mal de près ou de loin et auprès desquelles il va vouloir se venger. Et ces 2 premiers tomes forment une première partie de l'histoire, je vous la conseille. Autre album dont je ne dispose pas, donc je vous mettrai l'illustration ici. Il s'agit du tome 3 de la série L'Adoption chez Grand Angle. Un tome 3 qui se renouvelle, je trouve, et que j'ai trouvé très émouvant, d'où la présence dans cette sélection. Il s'agit de l'histoire du petit Wejdi qui arrive dans une famille qui souhaite accueillir un enfant, mais qui n'a peut-être pas toute la compréhension nécessaire pour accueillir Wejdi et savoir penser ce qu'il a pu vivre. Et c'est plein d'émotions, c'est plein de petites choses très riches dans la lecture. Et du coup, je vous le conseille vraiment. Le dessin est lui aussi très fin. Et les auteurs font un travail magnifique. On enchaîne avec Les Rivières du Passé, un album paru chez Daniel Maguen au début de cette année. Il est signé Steven Desberg et Yannick Corboz. Yannick Corboz, dessinateur de Brigade Verhoeven et de L'Assassin qu'elle mérite. Je vous renvoie donc vers la vidéo de Valentin sur les traces de l'assassin qu'elle mérite. Ce premier tome débute dans un 2017 complètement étrange, complètement inconnu, à Blois. Un 2017 visiblement avec des châteaux, des monstres, la monarchie encore présente, pas une once de technologie à l'horizon. C'est très intriguant. Puis on revient dans un 2017 plus cohérent, plus en phase avec le nôtre, et on va les alterner en fait, où on découvre une héroïne très jolie d'une part, mais très malicieuse, une cambrioleuse, une voleuse, et là va naître cette histoire pleine de mystères. Corboz fait un dessin magnifique, moi ça m'a beaucoup plu. Le scénario est lui aussi très bien ficelé, mais assez mystérieux pour vous donner envie de lire la suite. C'est vraiment une très belle découverte chez Daniel Maguen. Comme d'habitude, effectivement, on a un cahier graphique à la fin de l'album. Toujours chez Daniel Maguen. En 2019, je vous avais parlé du tome 1 de Québec sur Facebook. Québec signé Philippe Gauclair, qui est, pour simplifier, une forte inspiration de La Nuit des Temps de Barjavel, ce roman de science-fiction. Alors, Philippe Gauclair est notamment un auteur qui a un petit vécu en bande dessinée, hein, qui maîtrise très bien son trait. Et là, c'est sa première histoire en couleur directe, et il nous livre des pages magnifiques. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait plu. Ça se passe au Canada, comme son nom l'indique, mais c'est très beau. Et cette année est sorti le tome 2, fin du diptyque, fin de l'histoire, qui n'est pas du tout sur le même rythme que le premier album, mais forme une histoire très sympathique, avec plein de caméos, de petites références à la bande dessinée. C'est très riche, parce qu'on sait Philippe Gauclair, lui aussi, passionné de bande dessinée. On voit des choses très belles, et j'ai adoré lire ces 2 albums, puisque je les ai relus l'un à la suite de l'autre. C'est vraiment très joli, on passe un bon moment de science-fiction, et c'est très plaisant. Voilà, c'est la fin de cette sélection. Rendez-vous maintenant en 2022. Je vous souhaite, pour ceux qui vont passer un réveillon ce soir, un très bon réveillon. Et pour le reste, on se retrouve en 2022, et je vous dis à bientôt.